Bonjour et bienvenue à cette série de webinaires qui, je vous le rappelle, est basée sur le livre Hard Rock Mine Reclamation from Prediction to Management of Acid Mine Drainage, livre qui est sorti à la fin de l'année 2020 et qui a été coédité par Bruno Bussière et par moi-même. Pourquoi avons-nous fait ce livre? Eh bien, nous sommes partis du constat que les besoins de nos sociétés en métaux allaient continuer d'augmenter, qu'il y aurait donc de plus en plus d'activités minières et de possibles impacts environnementaux associés à ces activités minières et donc plus de besoins en formation pour une restauration performante des sites miniers. Il est à noter que la restauration des sites miniers pour contrôler le drainage minier acide est une science relativement jeune, puisqu'elle a une cinquantaine d'années, et que nous avons pensé qu'il était temps de rassembler les connaissances disponibles, car elles étaient mûres pour être actualisées et intégrées en un seul ouvrage pour les professionnels du secteur minier. Nous avons destiné ce livre principalement aux ingénieurs et aux professionnels en géo-environnement afin de leur donner une vision d'ensemble des méthodes disponibles pour contrôler le drainage mini-acide et pour leur permettre aussi d'actualiser leurs connaissances pour concevoir des méthodes de restauration performantes. Nous avons voulu aussi destiner ce livre aux étudiants à la maîtrise et au doctorat afin de les aider à mieux comprendre les concepts et les méthodes de restauration des sites miniers et également pour les aider à se former et à acquérir les connaissances nécessaires et les outils requis pour relever les défis à la restauration des sites miniers, associés à la restauration des sites miniers. Ce livre a été écrit par 10 auteurs principaux, dont vous voyez la liste à l'écran. Ce sont des personnes travaillant à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et à l'École polytechnique de Montréal. J'attire votre attention sur les expertises de ces 10 auteurs qui sont variées et complémentaires en environnement minier. Pourquoi est-ce que nous avons lancé cette série de webinaires? Eh bien, principalement pour transférer les connaissances contenues dans le livre dans la langue française afin d'élargir le public cible, puisque le livre est originellement écrit en anglais. À quoi ça peut servir de participer à ces webinaires? Eh bien, c'est une occasion d'aborder concrètement les grands enjeux en lien avec la restauration minière avec des expertes et des experts chevronnés et reconnus internationalement, avec une approche interdisciplinaire et intégrée, pour avoir accès à un contenu de qualité qui conjugue des connaissances fondamentales et des connaissances pratiques et pour assister à des présentations des toutes dernières avancées scientifiques dans le domaine. Aujourd'hui, notre deuxième webinaire est centré sur le chapitre 6 du livre qui s'intitule « Recouvrement en eau pour contrôler la migration de l'oxygène ». Ce chapitre a été écrit par 3 auteurs, Sylvette Awo, Mamer Mbonimpa et Bruno Bussière, qui travaillent tous les 3 à l'UQAT. Tout d'abord, je vous présente la docteure Sylvette Awo, qui est agente de recherche à l'unité de recherche et de services en technologie minérale depuis 2014 à l'UQAT. Elle est titulaire d'un baccalauréat en géologie de l'Université de Cocody en Côte d'Ivoire, d'une maîtrise en sciences de la Terre de l'UQAC et d'un doctorat en sciences de l'environnement réalisé à l'UQAT. Son expertise en recherche concerne principalement l'hydrogéologie, en particulier l'interaction entre les eaux de surface et les eaux souterraines, les mouvements des gaz en milieu poreux, la caractérisation environnementale des rejets et les méthodes de restauration pour les sites d'entreposage en surface des rejets miniers. Le deuxième présentateur aujourd'hui sera le docteur Bruno Bussière, qui est professeur titulaire à l'Institut de recherche en mines et en environnement de l'UQAT. Il est directeur scientifique de l'Institut de recherche mines et environnement UQAT Polytechnique depuis 2012 et il est titulaire de la chaire de recherche industrielle CRSNG UQAT sur la restauration des sites miniers depuis 2015. Bruno Bussière est ingénieur minier, titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en hydrogéologie et environnement minier de l'École polytechnique de Montréal. Et son expertise porte sur le géo-environnement et l'hydrogéologie minière, incluant les méthodes de restauration pour les sites
d'entreposage en surface des rejets miniers et le contrôle du drainage minier acide et du drainage neutre contaminé, mais également la modélisation numérique de l'écoulement en conditions non saturées dans les sols et les rejets miniers, la caractérisation des résidus miniers et des roches stériles, le traitement passif des eaux minières contaminées, les aspects hydrogéotechniques de l'entreposage des rejets miniers et enfin la prédiction de la qualité des eaux minières. Je vais repasser la parole à Nathalie. Merci beaucoup, professeur Guitoni. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. J'invite maintenant Madame Sylvette Awo à prendre la parole. Alors, bonjour à tous. Comme Marie vient de me présenter, moi, c'est Sylvette Awo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le chapitre 6 du livre Hard Rock Mine Reclamation, From Prediction to Management of Acid Mine Drainage, intitulé Recouvrement en eau pour contrôler la migration de l'oxygène. Ce chapitre a été coécrit avec Mame Mbonimpa et Bruno Bussian, qui d'ailleurs va faire cette présentation avec moi. Sylvette, faut que tu partages ton écran. OK. Il est partagé chez moi ici, mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas partagé chez vous. Attendez, je reprends le partage, voir. Ah, OK, merde. Désolée. Il n'est pas partagé. Voilà. OK. Désolée. Est-ce que tout le monde le voit maintenant? C'est bon, Sylvette. OK. Voilà ce que nous proposons comme plan de présentation. Je vais d'abord débuter avec une introduction, un bref historique suivi du concept de couverture en eau pour les réservoirs artificiels, les facteurs d'influence de la performance. Par après, je vais passer la parole à Bruno Bussian pour vous présenter les méthodologies de conception des réservoirs artificiels et conclure la présentation. Alors, en introduction, il faut dire que lorsque les minéraux sulfureux qui sont contenus dans les rejets miniers sont exposés à l'eau et à l'air, ils s'oxydent et créent ce qu'on appelle le drainage minier acide, abrégé DMA, qui représente la principale problématique liée à la gestion de ces rejets miniers. Le DMA est caractérisé par un lixivia ayant une forte acidité, un faible pH et des concentrations en métaux et en sulfate élevées, ce qui fait qu'il peut influencer de façon néfaste les écosystèmes aux alentours des exploitations minières. Ici, vous avez une photo du site Manitou avant restauration, où vous voyez ce lixivia qui a une couleur rouge caractéristique du DMA, et aux alentours, on peut voir que la végétation est quand même décimée. Plusieurs méthodes existent depuis longtemps, ont été développées pour contrôler la génération du drainage minier acide. Certaines méthodes servent comme barrière à oxygène et d'autres comme barrière à eau. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une des méthodes qui sert comme barrière à oxygène, appelée recouvrement en eau. Pourquoi dit-on que c'est une barrière à oxygène? Eh bien, c'est parce que la concentration de l'oxygène qui est dans l'eau est plus faible que celle dans l'air. Ce qui fait que, comme l'eau conduit moins l'oxygène par rapport à l'air, cela va réduire l'apport en oxygène vers les rejets miniers. Par exemple, si vous avez en face de vous un rejet minier qui est recouvert d'une eau stagnante et un autre rejet minier non recouvert, on peut voir que le coefficient de diffusion de l'oxygène dans cette eau stagnante est 10 000 fois plus faible que ce même coefficient dans l'air. Aussi, la concentration de l'oxygène dans cette eau stagnante est 30 fois plus faible que cette même concentration dans l'air. Alors, maintenir une couverture d'eau par-dessus des rejets miniers sulfureux permettrait de limiter l'apport en oxygène vers les résidus qui sont sous-jacents. Maintenant que je vous ai défini l'objet de notre présentation, je vais faire un bref historique sur son utilisation au cours du temps. Alors, le recouvrement en eau a d'abord été appliqué dans les océans. En effet, les océans et les mers ont servi de lieu de stockage pour
pour servir de recouvrement en eau pour contrôler le drainage minier acide. Mais cette façon de faire a été très vite bannie à cause notamment des effets néfastes sur la faune et la flore sous-marine. Quand vous pouvez le voir sur les photos à votre droite, à droite de l'écran, on peut voir dans la mer à Kalanga Bay en Philippines, un exemple où on a un déversement des rejets miniers dans cette mer-là. Et la photo en dessous, les impacts négatifs que cela a pu créer, par exemple, un crabe, une faune qui était complètement encrassée, ainsi que la flore. Après l'utilisation des mers, ce fut le tour des lacs naturels qui ont aussi été utilisés comme lieu de stockage pour former un recouvrement en eau. Mais comme le cas des mers et des océans, cette technique aussi a été très vite abandonnée. Il existe encore quelques cas où cela peut se faire, mais il faut, par exemple, dans le cas du Canada, il faut que cela soit approuvé par la loi sur les eaux navigables au Canada et également par le règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants. De nos jours, l'industrie minière qui exploite ces rejets-là se tourne beaucoup plus vers les réservoirs artificiels pour stocker les rejets. Et comme réservoir artificiel, on parle d'ouvrages construits et entourés de digues étanches, de fosses de mines à ciel ouvert ou de carrières, d'ouvertures souterraines, ou même on utilise également des packs à résidus existants qu'on peut transformer en système de recouvrement à la fin de la vie de la mine. Sur les photos à votre droite en bas, je vous montre l'exemple de la mine Louvicourt qui est dans la région ici, où c'est un ouvrage qui est construit, ceinturé de digues étanches, et également le cas de la mine d'Onrouin qui est également à Rouyn-Noranda ici, où c'est plutôt une fosse qui s'est remplie naturellement et où des rejets ont été déversés directement sous l'eau. Dans les diapositives qui suivent, je vais vous parler des concepts de couverture en eau pour ces réservoirs artificiels dont je viens de parler. Et donc, la technique de recouvrement en eau regroupe deux grandes techniques, la déposition subaquatique des rejets et l'inondation. Pour ce qui est de la déposition subaquatique, elle peut se faire dans des ouvrages construits ceinturés par des digues étanches ou dans des fosses de mines à ciel ouvert ou bien des fosses de carrière. Pour ce qui est de la déposition subaquatique dans des réservoirs d'eau construits, cela consiste à venir déverser des rejets miniers issus de l'exploitation dans des réservoirs construits ceinturés de digues étanches et remplis d'eau. Donc, on déverse directement ces rejets-là sous l'eau. Cela permet de les maintenir stables chimiquement. Je vous montre ici l'exemple de la mine Louvicourt où on a un réservoir construit et ceinturé par une digue étanche de 2,5 km. Dans le cas des dépositions subaquatiques dans les réservoirs d'eau construits, il faut s'assurer d'avoir une hauteur d'eau minimale de 1 à 2 mètres pour éviter un certain nombre de facteurs d'influence dont on va parler beaucoup plus tardivement. Mais ce qu'on a constaté, c'est que le réel défi dans le cas de la déposition subaquatique dans les réservoirs d'eau construits, c'est l'entretien de ces ouvrages à long terme. La déposition subaquatique se fait également dans les fosses. Généralement, à la fin de l'exploitation d'une mine à ciel ouvert ou d'une carrière, la fosse qui se crée se remplit naturellement d'eau et cela crée un réservoir qui peut être utilisé pour déverser directement les rejets miniers. Ici, vous avez l'exemple de la mine d'or en Guyane où on déverse directement des résidus miniers dans la fosse à mine à ciel ouvert. Je vous montre également l'exemple en bas à droite de la mine d'Onrouin, où ce sont des résidus de la mine Galène qui ont été déposés directement dans la fosse dans une fosse remplie d'eau. Dans le cas de la déposition subaquatique, il peut y avoir contamination ou migration des contaminants venant des rejets sous l'eau vers les eaux souterraines aux alentours, même vers les eaux de surface. Lorsque cela nécessite dans ce cas-là de maintenir ou même de créer un piège hydraulique passif, cela veut dire faire en sorte que la fosse agit comme un système qui capte toutes les eaux qui sont aux alentours, de sorte à rassembler toute la contamination et à traiter l'eau à l'effluent final.
mais ce n'est pas toujours le cas. Et lorsqu'on ne peut pas créer un piège hydraulique passif parce qu'il arrive des cas où le niveau de l'eau dans la couverture, dans la fosse peut être beaucoup plus élevé que les eaux souterraines aux alentours, il faut s'assurer dans ces cas de figure-là de mettre en place toute une série de piézomètres autour de la fosse de sorte à contrôler la géochimie de l'eau autour de cette fosse-là. L'autre technique de recouvrement en eau ou de couverture d'eau, c'est l'inondation. Dans des bassins de stockage des rejets déjà existants. Cela consiste à venir submerger les rejets qui sont déjà entreposés et généralement préoxydés. On vient les submerger d'eau pour ralentir l'oxydation et également améliorer la couverture d'eau sans traitement. Cela nécessite dans certains cas qu'on puisse construire des digues, par exemple si on dépose dans une vallée, ou même rehausser le niveau de la digue pour s'assurer d'avoir une hauteur d'eau minimale au-dessus de la couche de résidus. Ici, vous avez l'exemple de la mine Solbeck où, avant inondation, on voit les rejets dans le parc à résidus qui sont quand même préoxydés en surface et la photo après inondation. Dans le cas de l'inondation, il peut être nécessaire de faire un reprofilage de la surface des résidus parce qu'on veut s'assurer d'avoir une hauteur d'eau uniforme au-dessus des résidus pour respecter la hauteur d'eau minimale critique pour éviter un certain nombre de facteurs d'influence. Il peut être aussi nécessaire d'ajouter de la chaux, de sorte à augmenter le pH et à réduire les métaux, la mobilité des métaux dans la couverture d'eau et dans l'eau interstitielle également. Même si le recouvrement a été bien construit et mis en place, il existe certains facteurs qui peuvent influencer son efficacité. C'est de cela qu'il va s'agir dans les diapositives qui vont suivre. Alors, comme je le disais, le recouvrement en eau, c'est un système qui est complexe et dynamique parce qu'il est exposé à l'atmosphère et dans lequel plusieurs processus interindépendants et interactifs interviennent. Et ces processus-là peuvent influencer l'efficacité du recouvrement en eau. Ce sont principalement les processus hydrogéologiques. Il faut entendre par cela le bilan d'eau, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que les entrées d'eau soient supérieures aux pertes d'eau, de sorte à maintenir une couverture d'eau suffisante sur les rejets miniers. On parle aussi de processus hydrodynamiques. Il faut entendre par cela l'érosion et la remise en suspension qui est due à l'effet des vents. Ensuite, les processus géochimiques, il faut comprendre le transport de l'oxygène. Comme vous l'avez vu, c'est le principal facteur qui vient oxyder les rejets ici. Et donc, il faut parler de ce processus-là qui peut impacter la performance du recouvrement en eau. Et enfin, les processus de stratification thermique et chimique. On entend par cela la variation de température, surtout dans les lacs de fosse, dans les milieux humides comme au Québec ici, où cette variation de température peut créer des couches d'eau qui ont des propriétés différentes, c'est-à-dire la densité, la température et même des concentrations en oxygène différentes qui peuvent être un atout pour la déposition subaquatique des rejets miniers. Pour respecter le temps qui nous est donné dans le cadre de cette présentation, nous allons focaliser sur deux principaux facteurs d'influence qui sont les processus hydrodynamiques et les processus géochimiques. Comme je disais, processus hydrodynamique, il s'agit de l'érosion et de la remise en suspension. Vous avez dans cette figure un système de recouvrement en eau avec des résidus submergés d'eau. Et ces systèmes sont généralement construits dans l'environnement où ils subissent les aléas de l'atmosphère, notamment l'effet des vents. Et donc, les vents vont aller créer des vagues et des courants sur l'eau qui vont permettre de remettre en suspension des particules à l'interface aux résidus. Si je zoome cette partie ici sur cette figure, on peut voir que les vagues
créés par les vents vont venir créer un mouvement orbital et ce mouvement orbital-là va aller appliquer une contrainte à l'interface au résidu ici. Lorsque cette contrainte qui est due aux vagues devient supérieure à une contrainte qui est typique des matériaux eux-mêmes, c'est-à-dire des résidus dans ce cas de figure, il y a érosion et remise en suspension des particules. Lorsque cela se produit, les particules remises en suspension peuvent s'écouler vers l'effluent final et compromettre les critères de matière en suspension à déverser dans l'environnement. Aussi, lorsque les particules se remettent en suspension, parce qu'il y a oxygénation de la couverture d'eau due au brassage dû par les vents, cela va créer une oxydation des particules remises en suspension et donc compromettre un peu la qualité de la couverture d'eau. L'érosion et la remise en suspension est beaucoup plus accentuée lorsqu'on est en présence d'une couverture d'eau qui est peu profonde. Et c'est pour cela que lors du design, il est très important de faire en sorte d'avoir une hauteur d'eau minimale critique pour éviter ce phénomène de remise en suspension. Quand je l'expliquais, vous comprenez très bien qu'on a en phase deux grandeurs qui permettent de remettre en suspension les particules, c'est-à-dire la contrainte due aux vagues principalement et la contrainte critique caractéristique des matériaux en place. Donc, qu'est-ce qui influence ces deux grandeurs-là et comment est-ce qu'on peut les déterminer? Pour ce qui est de la contrainte de cisaillement due aux vagues, c'est une grandeur qui dépend des caractéristiques significatives des vagues, c'est-à-dire l'amplitude, la période et la longueur d'onde des vagues. Ces trois paramètres-là, à leur tour, dépendent de la vitesse du vent, de la hauteur du recouvrement et du fetch. Le fetch, c'est la distance sur laquelle souffle un vent sans rencontrer d'obstacle. Donc, si vous avez en face de vous un recouvrement en eau où la hauteur de la couverture d'eau est peu profonde, et également, si le recouvrement en eau est construit dans le sens ou la direction du fetch, les vents et les vagues vont beaucoup plus de facilité à aller remettre en suspension les particules comparativement au cas où le recouvrement est construit dans la direction opposée au fetch et où la couverture d'eau est quand même respectée, elle est quand même plus grande. Pour pouvoir déterminer la contrainte de cisaillement due aux vagues, il faut connaître ces trois paramètres donc, qui sont amplitude, période et longueur d'onde. Et il existe plusieurs équations dans la littérature qui ont été développées pour les connaître. Et une fois que on les connaît, on les applique dans d'autres équations qui ont été développées également et pour obtenir taux W qui est la contrainte de cisaillement due aux vagues. Et en ce moment, on arrive à déterminer ce paramètre-là. Dans le cas des fosses, on pense que les vagues vont avoir de la difficulté à aller induire des vagues et occasionner le mélange de l'eau et ainsi remettre en suspension les particules sous l'eau. Mais si ce n'est pas l'effet des vents, il existe aussi d'autres facteurs qui peuvent, dans ces cas de figure-là, remettre en suspension des particules. C'est le cas, par exemple, des activités récréatives et de la pêche. Ici, à droite, vous voyez sur l'écran des activités comme faire du bateau là, qui peuvent permettre de remettre en suspension parce que ça permet de brasser l'eau et ça va induire une remise en suspension des particules et compromettre la qualité géochimique de la couverture d'eau. Pour ce qui est de la contrainte critique, comme je l'expliquais, c'est une contrainte qui dépend des caractéristiques du résidu, c'est-à-dire elle est intrinsèque vraiment au résidu. Elle va dépendre de la granulométrie du résidu et de sa densité. Par exemple, si on a en face de nous un résidu qui est grossier et qui est dense, et donc cohésif qui est grossier ou qui est cohésif, les vagues vont avoir de la difficulté à aller les remettre en suspension comparativement à si on a en face de nous un résidu qui est fin et qui est lâche.
Pour pouvoir déterminer la contrainte de cisaillement critique, évidemment, il existe des équations analytiques, mais des modèles expérimentaux ont aussi été développés pour pouvoir estimer ce paramètre-là. Ici, vous avez le cas, par exemple, du canal circulaire rotatif, sur cette figure du canal d'onde que je n'ai pas présenté, mais également de la colonne de laboratoire étalonnée à l'aide d'un anémomètre Doppler laser. Quel que soit le modèle expérimental utilisé, l'objectif demeure toujours le même. C'est d'aller appliquer une contrainte de cisaillement, différentes contraintes de cisaillement à l'interface au résidu, de sorte à remettre en suspension les particules d'eau. Et ces particules d'eau remises en suspension sont mesurées. Par après, on met en graphique les contraintes de cisaillement et les concentrations de matière en suspension mesurées à chaque contrainte de cisaillement, on obtient ce genre d'abac-là. Et à partir de cela, on peut déterminer, par exemple, pour un résidu donné, à partir de quelle contrainte de cisaillement il va se remettre en suspension. Dans le tableau en dessous, je présente plusieurs contraintes de cisaillement critiques qui ont été obtenues avec les modèles expérimentaux que j'ai cités ici et pour différents types de rejets, du grossier au fin. Maintenant, lorsqu'on arrive sur un site de recouvrement en eau, qu'on veut savoir s'il y a remise en suspension des particules sous l'eau, on peut déterminer cela, on peut mesurer cela. Ici, je vous présente 3 manières de le faire. D'abord, sur la figure à gauche de l'écran, on peut prélever de l'eau à l'interface au résidu très proche, évidemment, à l'aide d'un échantillonneur horizontal. Et cette eau prélevée sera filtrée et ensuite on déterminera la concentration de matière en suspension pour vérifier avec les critères en vigueur si elle les dépasse ou pas. On peut également utiliser des pièges à sédiments qui sont ce genre de dispositifs qui sont installés à 10 cm au-dessus de l'interface au résidu qui permet de piéger dans une colonne d'eau des particules qui se remettent en suspension. Et après un certain temps, on enlève ces engins-là et on détermine la concentration des matières en suspension par filtration. Enfin, on peut utiliser des sondes qu'on installe à l'interface au résidu qui permettent de mesurer directement les concentrations de matière en suspension. Le deuxième facteur qui peut influencer l'efficacité d'un recouvrement en eau, ce sont les processus géochimiques. Je débute par le transport de l'oxygène. Pour que l'oxygène puisse arriver au rejet minier sous l'eau pour pouvoir les oxyder, il faut que l'oxygène soit transféré de l'air vers l'eau, qu'il soit transporté dans la couverture d'eau et ensuite qu'il diffuse dans la couche de rejet en dessous pour pouvoir l'oxyder. Alors, lorsque l'oxygène est transporté de l'air vers l'eau, il va dépendre du gradient de concentration entre l'air et puis l'eau, de la température et de la turbulence de l'eau. Lorsque l'oxygène est transporté dans la colonne d'eau, il va dépendre du gradient de concentration d'oxygène entre le haut et le bas de la colonne, du mouvement de la couverture d'eau, dû probablement au brassage de l'eau par les vagues, et également des variations thermiques. Ici, je vous présente deux profils typiques d'oxygène, de concentration d'oxygène dans des recouvrements en eau. En très plein, vous avez le cas d'une couverture en eau stagnante où les concentrations d'oxygène diminuent avec la profondeur. Et en tiré, vous avez le profil de concentration d'oxygène dans une eau mélangée mixée où on voit que les concentrations d'oxygène ne varient pas avec la profondeur. Maintenant, lorsque l'oxygène passe de la couverture d'eau et qui va diffuser dans les rejets miniers, cela va dépendre de la concentration d'oxygène dissous à l'interface au résidu, du coefficient de diffusion de l'oxygène dans les résidus appelé DE
et du taux d'infiltration de l'eau et également du coefficient du taux de réaction appelé KR, qu'on dit souvent la réactivité du rejet. Cela est matérialisé dans cette équation-là, la deuxième loi de Fick, où vous avez le thème diffusion, le thème infiltration et le thème réactivité. Dans le cas des rejets submergés, on néglige le paramètre infiltration. Et donc, si on néglige ce paramètre-là, on a en face de nous la diffusion et la réactivité. Et donc, pour pouvoir obtenir le profil de concentration d'oxygène qui diffuse dans ces rejets-là et également déterminer le flux qui est consommé par ces rejets, il faut connaître deux paramètres très importants qui sont le coefficient de diffusion de l'oxygène dans les rejets, qui est 2E, et le coefficient du taux de réaction, qui est KR. Pour déterminer DE, il existe plusieurs équations dans la littérature. Je vous présente l'équation d'Archibald qui est quand même, en tout cas, que j'ai le plus utilisée dans le cas de mes travaux. Et cette équation dépend de la porosité du matériel, également du coefficient de diffusion de l'oxygène dans l'eau et de la tenue en eau également. Et vous voyez que j'ai supprimé le paramètre du coefficient de diffusion dans l'air parce qu'on est en milieu submergé. Pour ce qui est du coefficient du taux de réaction, il peut être déterminé analytiquement à partir de la vitesse d'oxydation. Et pour obtenir la vitesse d'oxydation, on peut le faire à partir des essais en flacons agités ou des essais en cellules humides. Une fois qu'on obtient la vitesse d'oxydation du matériel, on va pouvoir l'intégrer dans plusieurs équations existantes dans la littérature pour déterminer KR. KR peut être également obtenu par modélisation numérique à partir des essais qu'on réalise au laboratoire dans des résidus, dans des cellules où on submerge des résidus. C'est le cas, par exemple, de cet essai que je vous présente à droite de votre écran en haut, où on a une cellule où on a submergé une certaine épaisseur de rejet par une fine couche d'eau et on a mesuré à 1 mm de profondeur, à chaque 1 mm, les concentrations d'oxygène dissous. Et avec ce profil, on a utilisé un logiciel appelé Pollute où on a fité les deux coupes de sorte à obtenir le KR. Et dans ce cas de figure-là, pour ce rejet-là, on obtient un KR de 79,3 par jour. Il est souvent difficile de déterminer KR, je peux le dire parce que je l'ai assez fait. Et dans ce cas de figure, on est amené souvent à déterminer les profils de consommation d'oxygène. Et donc, une fois qu'on a ces profils de consommation d'oxygène, le système étant en régime permanent, en régime stationnaire, on utilise la première loi de Fick ici pour déterminer le flux consommé par les régimes. Ici, je vous présente une étude réalisée, dans une étude réalisée par Albert Ling et Damgar, où il a déterminé des profils de concentration d'oxygène dans des résidus submergés d'eau, des résidus frais, des résidus oxydés. Et avec la première loi de Fick, il a pu obtenir des flux autour de 1000 mg d'oxygène par mètre carré par jour. Le deuxième processus géochimique qui peut influencer de façon significative la couverture d'eau, c'est le relagage des métaux. Il se produit par trois mécanismes principaux. Le premier étant la diffusion moléculaire des métaux, c'est-à-dire le déplacement des métaux du milieu où leur concentration est la plus élevée vers le milieu où leur concentration est la plus faible. Le relagage des métaux se fait également par la remontée de l'eau interstitielle. Par exemple, si on a une entrée d'eau dans un recouvrement en eau, par exemple une entrée d'eau souterraine, cela peut permettre de déplacer les particules dissoutes, les métaux dissous et les relarguer dans la couverture d'eau. Et enfin, le relagage des métaux se fait également par l'érosion et la remise en suspension des particules. Comme expliqué dans les diapositives précédentes, c'est lorsque la contrainte de cisaillement appliquée sur les rejets
due aux vagues est plus élevée que la contrainte de cisaillement, même typique des rejets là. Et donc, lorsque l'un ou l'autre, ou concomitamment, ces trois mécanismes ont lieu, il y a oxydation des minéraux sulfureux en place ou ceux qui ont été remis en suspension. Et dans ce cas, cela produit des métaux qui peuvent être libérés dans la couverture d'eau, créant le relagage des métaux. Quand cela arrive, cela peut compromettre la qualité géochimique de l'eau. C'est pourquoi il est important de souvent suivre la qualité géochimique des eaux. Et donc, faire cela revient un peu à étudier le relagage des métaux, ce qui a été largement fait au laboratoire, sur le terrain et également par modélisation numérique. Ici, à droite, sur votre écran, je vous présente une étude réalisée par Saint-Arnaud en 1994, où il a mis en place au laboratoire des systèmes de recouvrement en eau avec des résidus submergés par 1 mètre d'eau. Et il a étudié le relagage du zinc et du fer dans la couverture d'eau. En trait plein, ce sont les concentrations de zinc et de fer au temps T égale à 0, et en trait tiré T, ce sont les concentrations de fer et de zinc après 152 jours. Et on peut voir qu'après 152 jours, il y a une augmentation de la concentration de zinc dans la couverture d'eau. Il en est de même également pour le fer, mais surtout très proche de l'interface aux résidus. Dans le cas d'une déposition subaquatique, il a été démontré que le relagage des métaux est moins critique comparativement à lorsqu'il s'agit de l'inondation des rejets qui sont déjà préoxydés. Mais il a été aussi remarqué que cet impact peut être atténué à long terme à cause de la dilution due aux précipitations et également aux apports d'eau douce, mais aussi à cause du rinçage des produits d'oxydation dans les eaux interstitielles. Des études au laboratoire également par modélisation numérique ont montré que si on met en place une couverture de matériaux inertes, c'est-à-dire du sable par-dessus les rejets miniers, des résidus par exemple, cela va d'abord limiter la diffusion de l'oxygène vers les rejets miniers. Cela va éliminer la remise en suspension, mais également à atténuer le relagage des métaux. Et ici, toujours dans la même étude de Saint-Arnaud, sur les figures à votre droite, vous pouvez voir qu'on a ajouté 10 cm de sable, ça ce sont des études réalisées au laboratoire, hein, 10 cm de sable par-dessus des rejets miniers. Et on voit toujours en trait plein la mobilité du zinc au temps T égale à 0, du même que le fer, et en trait tiré T, la mobilité du zinc et du fer au temps T égale à 122 jours. Et si vous regardez bien dans la couverture d'eau, on voit qu'il n'y a pas eu du tout d'augmentation des concentrations de zinc après 122 jours. Il en est de même pour le fer, mais dans le cas du fer, il y a même une diminution de la concentration après 122 jours. Ce qui montre que la mise en place d'une couche de sable va permettre d'améliorer l'efficacité de la couverture d'eau. Mais comme je l'ai dit, ce sont des études qui ont été faites au laboratoire, également par modélisation numérique. Le réel défi réside dans le fait de le mettre en place à grande échelle sur un site de recouvrement en eau déjà mis en place. Maintenant que j'ai décrit un peu c'est quoi le recouvrement en eau, j'ai présenté les concepts de couverture en eau pour les réservoirs artificiels ainsi que les facteurs d'influence de la performance. Je vais passer la parole à Bruno Bussière pour vous présenter la méthodologie des conceptions et également conclure la présentation. Oui, merci beaucoup, Madame Awo. Donc, comme vous l'avez mentionné, on va passer maintenant la parole au professeur à l'IRM, M. Bruno Bussière. Merci Nathalie, merci Sylvette. Donc, ma partie à moi touche la partie, le segment conception des recouvrements en eau. Comme le mentionnait Sylvette, il existe plusieurs types de recouvrements en eau. Le premier type que l'on va regarder, c'est les recouvrements en eau qui sont
construits, c'est-à-dire des réservoirs artificiels là, que l'on crée grâce à la construction de digues imperméables et à l'utilisation parfois également de la topographie. Vous voyez à l'écran qu'il y a une approche méthodologique qui est proposée, qui est constituée d'une douzaine d'étapes. Je ne passerai pas en détail chacune des étapes, mais sachez que la première segment, la première partie de ces étapes-là porte sur recueillir l'information. Recueillir l'information autant sur le site, donc on parle de l'hydrogéologie du site, on parle des propriétés des matériaux de fondation, on va parler également des conditions climatiques typiques du site. On va aller également aller chercher l'information peut-être sur des sites similaires qui ont été construits, parce qu'il y a plusieurs sites, comme on va le voir plus tard, là, qui ont été construits où on utilise les recouvrements en eau. Ensuite, on va aller s'informer, donc toujours dans la cahier d'information, on va aller s'informer pour aller chercher l'information au niveau légal. Qu'est-ce qu'on doit respecter comme critères? Quelles sont les exigences au niveau des facteurs de stabilité que l'on doit respecter au niveau des digues? Donc, tous ces aspects-là, on va aller chercher l'information d'abord et ensuite, on va se concentrer sur nos résidus. Donc, les résidus, on va vouloir savoir si on veut construire, si la déposition subaquatique, on doit donc construire nos infrastructures au préalable, donc avant la mise en opération de la mine, pour qu'on puisse déposer directement sous l'eau. Donc, on a besoin de savoir ça va être quoi le taux de production et l'évolution de ce taux de production-là, s'il évolue dans le temps. Quelles sont les propriétés des matériaux, là, donc au niveau des résidus, leur caractérisation chimique, minéralogique, physique. Et on va vouloir savoir évidemment si ces matériaux-là sont réactifs, exposés à l'air et quel est leur niveau de réactivité lorsqu'on les place sous l'eau. Ensuite, on va calculer les volumes. Si on sait qu'on produit tant de résidus répartis dans le temps, ben, on va savoir à peu près, si on fait des hypothèses sur la densité de ces résidus-là lorsqu'on les dépose, ben, on va avoir une idée du volume total de stockage que l'on a besoin. Et puis après, on va se questionner parce qu'en plus des résidus, il faut s'assurer d'avoir également la fameuse couverture d'eau pour empêcher l'oxydation. Il va falloir déterminer cette épaisseur de couche minimale-là. Il y a différentes façons de faire. Évidemment, on peut tester au laboratoire l'influence de l'épaisseur du recouvrement en eau sur la réactivité. Il existe des méthodes. Mais également, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va choisir une épaisseur de recouvrement en eau qui garantit qu'il n'y a pas de remise en suspension, puisque ce phénomène-là accélère beaucoup la génération de contaminants dans l'eau. Il existe des solutions analytiques pour ça. Je vous en présente une là, à gauche. D'ailleurs, je pourrais, tout comme Sylvette, mettre mon pointeur. Donc, vous voyez, c'est une équation analytique qui permet de déterminer quelles sont les contraintes totales qu'on peut penser avoir, donc les contraintes qui vont s'exercer à l'interface entre le résidu et l'eau. Et si on estime au laboratoire, comme Sylvette l'a montré, la valeur critique, bien, on va pouvoir voir si notre contrainte totale dépasse la contrainte critique. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc, on veut avoir une contrainte totale qui est inférieure et on va donc jouer sur l'épaisseur du recouvrement pour s'assurer qu'on respecte cette condition-là. Cette épaisseur ici, cette équation-là est fonction évidemment de la vitesse des vents, du fetch, qui vous a été expliqué par Sylvette tantôt, également des propriétés des résidus, donc de leur densité, de leur granulométrie. Donc, quand on intègre tout ça, on détermine la hauteur minimale critique qui va empêcher la génération ou la remise en suspension. Une fois qu'on a déterminé notre épaisseur minimale, bien évidemment, là, on va commencer à vraiment designer, concevoir nos infrastructures, nos digues, afin qu'elles puissent être en mesure de contenir l'ensemble des résidus et aussi de résister à des événements extrêmes de précipitation. On va également s'assurer qu'au niveau de la stabilité géotechnique, on respecte tous les critères. Évidemment, on s'assure qu'on a le volume nécessaire. Et puis, évidemment, là, dans les calculs d'événements critiques, maintenant, il faut également intégrer des changements climatiques dans nos calculs, puisque les événements critiques risquent d'être encore plus critiques dans le futur et plus fréquents. Donc, ça, c'est également une considération qu'on doit tenir en compte. Ensuite, on calcule les coûts et on dimensionne, on finalise le dimensionnement de notre infrastructure. Une fois qu'on a construit notre infrastructure, bien, il faut la suivre. Donc, le monitoring est important. On va suivre les paramètres qui vont influencer la performance qui vous ont été présentés par Sylvette tantôt. Donc, tout ce qui est en lien avec l'hydrodynamique, la
la stabilité des pentes, le bilan hydrique. Donc, tout ça doit être évalué. On va également suivre la qualité d'eau à l'effluent final. Si jamais on permet à l'eau de sortir du site, bien, on va également s'assurer que nos piézomètres, nos puits de suivi, la qualité de l'eau dans ces puits-là respectent les critères exigés par les gouvernements. Lorsque maintenant, ça c'était le cas du réservoir artificiel construit avec des digues. Si on utilise des fosses, bien, il y a des étapes qui sont pas nécessaires. Donc, tout ce qui est relié à la conception des digues, c'est pas nécessaire. Par contre, il y a d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte auxquels il faut s'attaquer davantage. Tout ce qui est l'hydrogéologie de la fosse, donc déterminer la carte piézométrique de la fosse avant, après la mise en place des rejets, la stabilité physique des parois. C'est important, donc s'assurer qu'il n'y aura pas de pression qui vont augmenter dans les parois, qui vont faire qu'il va y avoir des décollements et des instabilités structurales. Il va falloir également s'assurer que la paroi rocheuse comme elle-même ne génère pas de contaminants parce que si l'eau coule sur les parois rocheuses et vient contaminer votre recouvrement en eau, ça pourrait faire que vous ne respectiez pas les critères exigés par les réglementations au niveau de la qualité d'eau de votre recouvrement. Également, on s'intéresse toujours aux caractéristiques physiques de nos rejets, nos caractéristiques chimiques. Et si vous décidez d'utiliser la fosse comme un piège hydraulique, là, qui vous a été expliqué un peu tantôt par Sylvette, donc c'est-à-dire qu'on s'arrange pour que tous les gradients aillent vers la fosse et que la seule eau qui sort, c'est l'eau de notre effluent final. Ça nous prend donc une élévation de notre effluent final qui permet d'avoir des gradients vers la fosse. Si on fait ça, bien, à ce moment-là, il faut s'assurer vraiment que notre piège hydraulique va demeurer dans le temps. Si jamais on n'y va pas vers cette alternative-là, où on laisse l'eau migrer à travers les rejets et ressortir dans la nappe phréatique, dans l'aquifère, bien, il faut s'assurer que le passage de l'eau dans les rejets ne cause pas de contamination. Et évidemment, là, il faut s'assurer que notre infrastructure, il n'y a pas d'écoulement là, par le milieu fracturé à des endroits qu'on ne souhaite pas. Troisième option, l'inondation des rejets. Donc, on a des rejets qui sont déjà en place et là, on modifie les structures autour pour remonter le niveau d'eau puis avoir un recouvrement en eau. Mais là, ça veut dire que nos résidus étaient déjà en place, qui ont probablement déjà oxydé. Lorsque l'on concevoit ce genre de recouvrement-là, évidemment, il y a des choses qui n'est pas nécessaire de faire puisque toute la caractérisation des rejets, je dirais avant, le taux de production et tout ça, les rejets sont déjà en place, donc on n'a pas besoin de le faire. Mais il y a des choses qui sont importantes, particulièrement pour ce type de recouvrement-là. C'est qu'il va falloir s'assurer, comme le montrait Sylvette, que les contaminants qui sont contenus dans nos rejets, bien, qui ne migrent pas à une vitesse telle qu'ils vont constamment contaminer l'eau de recouvrement qui va se retrouver à l'effluent final. Donc, il faut s'assurer que le relargage de contaminants fait qu'on respecte la qualité d'eau. Sinon, ben, comme le disait Sylvette, il y a des options. On peut mettre des produits neutralisants avant la mise en place du recouvrement et on peut également mettre une couche par-dessus qui va viser à contrôler l'érosion, donc la remise en suspension et également limiter la diffusion des contaminants des résidus contaminés vers le recouvrement en eau. Pour ce qui est du suivi, bien, il va falloir suivre les paramètres qui contrôlent l'efficacité du système. Donc, le suivi du bilan hydrique, le suivi hydrodynamique, le suivi hydrogéotechnique. Donc, évidemment, on doit s'assurer là, de bien connaître l'eau qui rentre, les précipitations, le bassin versant, connaître l'eau qui s'évapore, ensuite évaluer les vents, mesurer les vents, puisque les vents vont avoir une influence sur l'hydrodynamique. Au niveau de l'hydrodynamique, ben, on va mesurer les matières en suspension à différents niveaux pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de remise en suspension fréquente. On peut ensuite voir pour quelles conditions de vent on a une légère remise en suspension grâce aux mesures du bilan hydrique, aux mesures météorologiques et aux mesures hydrodynamiques. Les stabilités de pente, ben, c'est standard. Les digues, on sait comment les monitorer, on sait comment s'assurer que la digue demeure stable. Donc, on y va toujours dans le même sens. C'est sûr qu'on se souvient
des impacts potentiels de la faune. Là. Parfois, les castors peuvent venir au Québec et au Canada en général. Là, ça peut être un problème. Donc, s'assurer de faire un suivi constant sur la performance des infrastructures. Il y a aussi le suivi environnemental, tout ce qui est qualité d'eau, les eaux souterraines, les eaux de surface. Il faut procéder à ça, s'assurer qu'on n'a pas de contamination. Il y a des suivis un peu plus ponctuels qu'on peut faire. Le suivi microbiologique. Lors du webinaire numéro 1 fait par Benoît Plante et Mostafa Benzazoui, on a vu que la microbiologie peut rentrer en ligne de compte là, dans la génération de contaminants. Donc, on peut essayer de faire un suivi de la microbiologie avant et après l'ennoiement et également la végétation sur les digues. On veut s'assurer que ça ne vienne pas nuire à la stabilité des digues. Il y a aussi peut-être même la végétation à l'interface qui peut apparaître à l'interface des résidus et de l'eau. Cette végétation-là pourrait avoir un impact sur la mise en suspension, ça peut avoir un impact bénéfique et ça peut également avoir un impact au niveau de la consommation d'oxygène. Donc, ça peut être quelque chose également qu'on va être intéressé à monitorer. Alors, les recouvrements en eau, là, il y en a énormément au Canada et ailleurs dans le monde. Il y a beaucoup d'expériences sur les recouvrements en eau. Dans le livre, dans le chapitre du livre, vous allez retrouver un paquet de références reliées aux différentes études de cas qui peuvent être trouvées dans la littérature. Donc, c'est une technique là, maintenant que l'on maîtrise bien. En conclusion, on a vu dans le webinaire là, tous les détails de la technique de recouvrement en eau, les facteurs d'influence. Et on a vu que lorsque c'est bien conçu, c'est une méthode qui est parmi les plus efficaces là, pour contrôler le DMA en raison de la faible diffusion de l'oxygène dans l'eau et également de la faible concentration de l'oxygène dans l'eau. Donc, mais les recouvrements en eau, ce n'est pas une seule chose. Il y a plusieurs variantes du recouvrement en eau. Vous avez la déposition subaquatique, vous avez l'ennoiement dans les fosses. Donc, la déposition subaquatique peut se faire dans les fosses, peut se faire dans des réservoirs artificiels. Et vous avez l'inondation a posteriori après la mise en place des rejets. Le recouvrement en eau, je le mentionnais, a été utilisé beaucoup au Canada. On a beaucoup d'expérience. Cependant, ce qui est la principale la principale épine au pied de cette technique-là, c'est la stabilité physique des ouvrages à long terme. Il faut, comme la restauration, c'est sur du très long terme, à la limite, c'est à l'infini. On souhaite contrôler le problème pour de très, très longues périodes. Bien, ça veut dire maintenir des infrastructures stables à long terme. Et ça, c'est jamais simple. Ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup de suivi, beaucoup de réparation. Et maintenant, on préfère probablement, les compagnies minières préfèrent aller vers l'enfouissement dans les fosses où on n'a pas le problème des digues ou encore aller vers d'autres technologies. Mais il reste que c'est une technologie qui existe, qui est viable pour le contrôle du drainage mini-acide. Il y a beaucoup de références que vous allez retrouver dans le livre. Je vous présente ici là, les références qui ont été mentionnées dans la présentation, mais vous allez en retrouver beaucoup d'autres dans le chapitre 6 du livre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je retourne maintenant la parole à Nathalie. Merci beaucoup, professeur Bussière. Donc, c'est maintenant le temps de passer à la période de questions. Comme je vous l'ai mentionné au début du webinaire, je vous invite à utiliser l'outil de questions-réponses qui est en bas de l'écran. J'ai déjà des questions. Mais avant d'adresser la première question, je vous rappelle qu'on va allouer une période d'environ une dizaine de minutes. Et puis, on va vous écrire aussi là, dans le chat l'adresse courriel à laquelle vous pouvez adresser votre question et il y a des gens qui vont vous répondre là, dans les jours à venir. Donc, je vais commencer avec la première question qui est deux questions en fait. Donc, je l'adresse à tous les professeurs. Donc, vous avez dit que le recouvrement en eau pour contrôler le DMA, principalement contrôler l'oxygène. Est-il possible de mélanger dans une fosse artificielle une dolomie à haute pureté pour contribuer à la neutralisation du DMA dans la fosse? Oui, la dolomite, c'est un carbonate, là. Donc, je crois que le carbonate, leur principal objectif dans le cas du drainage mini-acide, c'est des neutralisants. Donc, ils peuvent permettre de neutraliser l'acidité produite et donc, on peut mélanger la dolomite. Mais à mon avis, c'est qu'en le mélangeant, il faut se rendre aussi compte que c'est un ajout
ce que je veux dire, c'est la durée de la neutralisation. Et donc, si tu le fais, il faut t'assurer que ça dure dans le temps où il va falloir le répéter à plusieurs reprises pour pouvoir s'assurer que ça neutralise à long terme ton acidité. D'accord. Et toujours dans la même question, on nous demande dans les régions comme la République démocratique du Congo, où on a des climats tropicaux, où la hauteur peut peut-être diminuer suite à l'évaporation, suite aux températures qui peuvent atteindre 36 à 40 degrés. Ça peut en fait influencer sur les caractéristiques géochimiques du recouvrement. En fait, c'est la question. Ben, dans les climats tropicaux, comme dans le cas du Congo, ça, il y a des périodes, si je me réfère à ce que je sais, il y a des périodes, c'est un climat tropical, mais il y a des périodes où il pleut vraiment beaucoup, mais l'évaporation est très élevée dans ce genre de climat-là. Et comme un des principaux processus qu'on ne veut pas qui affecte l'efficacité du recouvrement en eau, c'est qu'on veut s'assurer que les entrées d'eau soient supérieures aux pertes d'eau. Et dans ce cas de figure-là, il va falloir, lorsqu'on veut mettre ce genre de recouvrement en eau dans ce genre de climat, s'assurer que dans le microclimat de la région, on a fait les études concernant le climat et qu'on sait qu'on peut avoir des entrées d'eau par précipitation qui vont être beaucoup plus élevées que les pertes d'eau. Mais effectivement, lorsqu'on a beaucoup d'évaporation, cela peut impacter sur la hauteur du recouvrement et donc permettre de faire entrer plus d'oxygène ou même permettre de remettre en suspension les particules qui compromettent la qualité géochimique de l'eau. D'accord, merci. Donc, on va tout de suite poursuivre avec une autre question puisqu'on en a quelques-unes. Donc, dans le cas où on traite les minéraux oxydés avec l'acide sulfurique qui produisent aussi le DMA, est-ce que cette méthode du recouvrement en eau pour contrôler la migration de l'oxygène peut être utilisée pour ce type de DMA? Ou bien cette méthode est utilisée seulement sur le DMA produit par les minéraux sulfureux? Je vais laisser Bruno répondre à cette question parce que le traitement du matériel, désolé. Ouais, je pense que je comprends la question, là, mais peut-être que je me trompe, mais je vais quand même m'essayer. Si je comprends bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que le recouvrement en eau, c'est une barrière à l'oxygène. Donc, l'objectif, c'est d'empêcher l'oxydation des minéraux sulfureux. Donc, le processus qu'on veut contrôler, c'est l'oxydation des minéraux sulfureux. C'est sûr que si la contamination ne provient pas du processus d'oxydation, si c'est un autre phénomène, par exemple, qui n'a pas besoin d'oxygène, une dissolution, par exemple, on mettrait un produit qui, dans l'eau, se dissout ou encore, pour une raison X, il y a une certaine, disons, cinétique qui amène le minéral à relarguer des contaminants. Si ce n'est pas en lien avec l'oxygène, ben, ça sert à. C'est pas contrôler l'oxygène qui est la solution. Donc, dans ce cas-ci, c'est valable, cette technique-là, pour contrôler l'oxydation de rejets qui contiennent des minéraux sulfureux qui s'oxydent avec l'oxygène. Donc, si ce n'est pas le mécanisme qui mène à la contamination, ben, ça se pourrait que le recouvrement en eau ne soit pas la bonne option à choisir. D'accord. Donc, entre les trois techniques de déposition présentées, laquelle est plus fiable à long terme et pourquoi? Entre la déposition subaquatique dans les réservoirs construits, dans les fosses et l'inondation, si je dois faire mon choix, je dirais dans les fosses, parce que dans les fosses, on élimine la stabilité des digues à long terme, qui est un des principaux défis auxquels on fait face lorsqu'on met en place ce genre d'ouvrage. Donc, on limite cela. Si je choisis la fosse, j'élimine également l'inondation parce que les rejets sont déjà préoxydés, ça apporte un défi supplémentaire de pouvoir traiter de l'eau à cause du relagage des métaux dans cette eau-là. Mais, quel que soit, même en choisissant la fosse, il faut s'assurer vraiment
que les gradients d'eau pointent toujours vers la fosse, c'est-à-dire que la fosse sert vraiment de piège hydraulique pour pouvoir éviter que les eaux aux alentours soient contaminées. Mais si on n'y arrive pas, il faut qu'on soit aussi capable de contrôler, de vérifier toute la qualité d'eau aux alentours. Donc, si je discute entre les trois méthodes, je dirais, moi, à mon avis, j'irais beaucoup plus vers la déposition subaquatique dans les fosses. Maintenant, comment le faire, la faisabilité de tout ça, ben, ça nécessite des études un peu plus approfondies encore. D'accord, donc on va terminer avec les trois questions qui me restent. Il y en a peut-être une que je pourrais jumeler avec une autre. Donc, qu'est-ce qui explique la variabilité de la hauteur d'eau du recouvrement et en quoi la température influence-t-elle sur la performance d'une couverture en eau? Qu'est-ce qui la variabilité de la hauteur d'eau du recouvrement? En fait, la hauteur d'eau du recouvrement, pour les recouvrements qui sont construits après plusieurs études, on a vu qu'une épaisseur de 1 à 2 mètres serait efficace pour contrôler les facteurs d'influence. Mais lors de la conception, comme Bruno l'a expliqué, il faut pouvoir calculer, estimer cette hauteur minimale d'eau en tenant compte également des caractéristiques du matériau qui est en place. Donc, ça va dépendre des caractéristiques de la densité du matériau, ça va dépendre également de la granulométrie du matériau, mais plutôt également du lieu où vous l'avez construit. Si on est à l'air libre ou vous l'avez construit dans un endroit où le vent souffle une longue distance sans rencontrer d'obstacles, ben, il va falloir aussi redesigner pour pouvoir avoir une épaisseur qui correspond, qui va respecter ce critère-là. Il faut également tenir compte, en clair, grosso modo, il faut tenir compte des deux grandeurs qui rentrent en ligne de compte pour remettre en suspension des particules, c'est-à-dire les contraintes de cisaillement dues au vague, c'est-à-dire l'effet des vents, et puis également les contraintes, les caractéristiques propres du matériel. Maintenant, pour ce qui est de la température. La température. Bon, la température peut influencer le recouvrement en eau parce que la température contrôle la solubilité de l'oxygène. Plus une eau est chaude, plus elle va contenir moins d'oxygène, alors qu'une eau, lorsqu'elle est froide, elle va contenir beaucoup plus d'oxygène. Et donc, mais il existe des quantités d'oxygène qu'on ne peut pas dépasser en fonction de la température. C'est documenté dans la littérature. Par exemple, si tu as 5 degrés, tu ne peux pas dépasser plus de 12,9 mg d'oxygène dissous dans l'eau. Donc, c'est pour vous dire que si tu as en face de toi une eau, plus la température augmente, plus la température de cette eau augmente, plus cette eau moins elle va contenir de l'oxygène, mais si la température baisse, elle va contenir beaucoup plus d'oxygène et donc sera beaucoup plus propice à oxyder. La quantité d'oxygène sera beaucoup plus grande pour pouvoir oxyder les rejets miniers. Nathalie, je veux juste peut-être aller en complément sur la première question d'Abdoulaye qui était reliée à l'épaisseur. Il faut comprendre, quand on construit notre réservoir, là j'y vais vers le réservoir construit là, avec des digues, on va avoir un effluent, un outflow. Là. On va avoir un endroit où on va dire quand l'eau dépasse ce niveau-là, elle sort. Et elle sort à l'effluent. Donc ce niveau d'eau-là, il est contrôlé. Donc quand il y a beaucoup de pluie, on n'obtient pas ça ne monte pas à 10 mètres. Là. On a toujours le même, l'eau sort. Le problème, c'est quand on est durant les périodes sèches, peut-être que là, le niveau d'eau a tendance à baisser par exfiltration lente, par évaporation. Et c'est ça qu'on va vouloir s'assurer dans notre calcul, que notre niveau descend jamais vraiment beaucoup plus bas. Donc, d'avoir une espèce d'équilibre. Donc, mais il faut comprendre là, qu'il y a un niveau visé, puis il y a un niveau qui est contrôlé via un exutoire. Puis après, ben, il faut qu'il y ait suffisamment d'eau. Il ne faut pas qu'il y ait de période sèche trop longue qui va faire qu'on va descendre beaucoup plus bas que cette valeur-là. Et là, c'est le design, là, c'est le travail des ingénieurs. Ça peut dépendre du bassin versant, la quantité d'eau qui va arriver. Ça peut dépendre, évidemment, des précipitations. Ça peut dépendre des sorties aussi. Les digues, là, moi, je dis toujours, il y a deux mots qui vont pas ensemble, digue puis imperméable. Donc, c'est sûr qu'il y a de l'eau qui passe à quelque part. Donc, il y a une certaine perte d'eau qui va se faire. C'est quoi ces volumes-là? La fondation également, ça dépend de la fondation
du site. Donc, il y a beaucoup de paramètres, mais ça va être le travail lors de l'étape de la conception, d'évaluer que notre niveau d'eau ne descend jamais en bas d'une certaine valeur critique. Mais les paramètres qui vont influencer ça, c'est sûr que c'est notre hauteur de notre exutoire, c'est les entrées d'eau, puis c'est les sorties d'eau, comme le disait tantôt Sylvette. Merci pour la précision. Donc, je vais devoir y aller avec une dernière question. J'en vois encore plusieurs autres. On vient de mettre l'adresse dans le chat à laquelle là, vous allez pouvoir envoyer les questions là, qui n'ont pas été répondues ou si jamais vous en avez d'autres, besoin de précision, tout ça, vous allez pouvoir écrire à webinaire-me@u4.ca. Donc, je vais avec cette question. Est-ce que ce type de recouvrement est adapté pour résidus comme ceux de la bauxite? J'ai compris, Sylvette. Ça dépend encore une fois du problème que vous avez avec les résidus de la bauxite. À ma connaissance, les résidus de la bauxite, ce n'est pas nécessairement un problème de génération d'acide provenant de sulfure. Là, je dois avouer quand même là, que je suis loin d'un expert dans les résidus de mines de bauxite. Mais posez-vous la question. Est-ce que le problème de contamination des résidus de bauxite, c'est un problème d'oxydation des minéraux sulfureux, oui ou non? Si votre réponse est oui, le recouvrement en eau est applicable. Si la réponse est non, bien à ce moment-là, il faut comprendre c'est quoi votre problème, c'est-à-dire c'est quoi la source du problème, c'est quoi le mécanisme qui mène à une contamination. Si ce mécanisme-là n'implique pas le contrôle de l'oxygène, bien, probablement que le recouvrement en eau n'est pas la solution, c'est d'autres solutions auxquelles il faudrait penser. D'accord. Donc, ce serait ainsi que se terminerait la période de questions. Je vais maintenant vous inviter à consulter la page web des webinaires Mines Environnement dès maintenant pour vous inscrire aux prochaines activités. D'ailleurs, je vais vous partager là, mon écran pour présenter le prochain webinaire. Donc, le prochain webinaire va avoir lieu le 17 mars prochain. Donc, il est tiré du chapitre 8 intitulé « Recouvrement monocouche à nappe phréatique surélevée ». Donc, c'est toujours à la même heure, donc de 11h30 à 12h30. Comme vous voyez, ça risque de dépasser aussi toujours un petit peu comme d'habitude. Donc, ce webinaire, comme je disais, il est tiré du chapitre 8, dont l'auteur est Thomas Passe, qui est professeur au département des génies civils, géologiques et des mines à Polytechnique Montréal. Je vous rappelle aussi que... en fait, que le livre dont fait l'objet des webinaires, qui est en fait coédité par les professeurs Bussière-Guitonier, il est disponible depuis le 10 décembre. On va mettre en fait aussi une adresse là, dans le chat où est-ce que vous pouvez cliquer puis avoir le lien là, directement pour vous procurer le livre. Donc, il y a une version papier, il y a une version en e-book aussi. Donc, à 172 $ pour la version papier et 59 $ pour la version en e-book. Et puis, en terminant, je vous invite à mettre à votre agenda le prochain symposium 2021 sur l'environnement et les mines. Donc, il va avoir lieu du 14 au 16 juin. Évidemment, ça va être sous la formule de symposium virtuel. Plusieurs thèmes d'intérêt, la gestion des résidus, remise en état des sites miniers, prévision de la qualité des effluents et du traitement de l'eau, ainsi que développement responsable et innovation minière. Donc, je vous invite à le mettre tout de suite à votre agenda. C'est en fait un symposium qui est organisé par l'UQAT et l'ICM, qui va comprendre 4 sessions, une vingtaine de présentations de haute qualité, des orateurs de classe mondiale. Donc, vous avez aussi l'adresse dans le bas de la diapositive ici, rouen-noranda 2021.cim.org pour avoir plus de détails. Donc, je rappelle pour ceux qui veulent adresser vos courriels, vous pouvez le faire. Soyez assurés que vous allez avoir une réponse à votre question. Et c'est ainsi que se terminerait ce webinaire. Donc, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et je vous remercie de votre participation.